soir, dans Envoyé spécial, le scandale des mineurs prostituées de l'aide sociale à l'enfance. Ce soir, on est dans une petite rue du 15e arrondissement à Paris, à 2 pas de la Tour Eiffel. Le quartier est calme, vous le voyez. Et ici, il y a un foyer de l'aide sociale à l'enfance qui accueille régulièrement des adolescentes. Une famille nous a alertés parce que sa fille a fugué à plusieurs reprises de ce foyer pour aller se prostituer. Elle n'a que 14 ans. Une famille indignée par l'attitude des éducateurs qui, selon elle, auraient laissé faire en toute connaissance de cause. Cette affaire, elle est symptomatique d'un véritable scandale. En France, 15 000 mineurs placés à l'ASE se prostitueraient alors qu'ils sont censés être protégés par l'aide sociale à l'enfance. Alors nos envoyés spéciaux ont enquêté et ce que vous allez découvrir est tout simplement révoltant. C'est une mère qui lutte pour récupérer sa fille de 14 ans. Depuis 2 mois, on lui a retiré sa garde. Pour protéger sa famille, elle veut rester anonyme. C'est au niveau des arbres, là-bas, c'est le mur blanc. C'est le bâtiment qui fait l'angle dans cette rue. Donc c'est ici que votre fille a été placée ? Oui, je pense que c'est une ancienne école transformée en foyer. C'est que des moments tristes. Voici le foyer de l'aide sociale à l'enfance où sa fille a été placée après avoir fugué de chez elle en juin 2025. Sa famille publie des avis de recherche sur les réseaux sociaux. La police la retrouve, mais l'adolescente accuse ses parents de violence. Elle leur dit qu'elle a été battue, violentée par ses parents. Donc tout ça résulte d'une suspicion de violence à la maison. On place une enfant sans avoir interrogé ses parents. Des parents qui nient catégoriquement toute violence à l'encontre de leur fille. Donc, si vous voulez, les parents en froid ou en conflit avec des adolescents, ça arrive. Il y a des crises, il y a des moments de difficulté avec une adolescente, un adolescent. Finalement, il n'y a pas d'enquête puisque, soi-disant, violence à la maison et il n'y a pas d'enquête. Il y a juste une rencontre avec l'aide sociale à l'enfance où on nous écoute pendant 2 heures et on crie notre amour, au contraire, pour notre fille. Et que surtout, on voit que tout de suite, ça déraille très vite. Les parents n'ont plus le droit de parler à leur fille. Ils n'ont aucune nouvelle en dehors des publications qu'ils voient passer sur les réseaux sociaux. Tout le mois de fin juillet, août, vous voyez ces messages que notre fille envoyait sur Snapchat qui parlaient beaucoup de tout ça, de prostitution, de viol même, de l'enfer des stupéfiants, des messages qu'elle republiait sur ses stories Snapchat et TikTok. C'est tout ça qui est très très alarmant. Les parents engagent alors un détective privé, dépensent 35 000 € et découvrent que leur fille de 14 ans sort chaque soir de son foyer jusqu'à 5 heures du matin. Voici le compte-rendu d'une soirée de surveillance de l'enquêteur. 21h51. La jeune fille quitte le foyer. 22h32. Plusieurs hommes l'interpellent à hauteur des grilles d'un square. 22h35. La jeune fille est rejointe par l'un des hommes âgés d'une vingtaine d'années. 22h50. L'homme est aperçu entrant dans un hôtel. Minuit 53. La jeune fille quitte seule l'hôtel. Elle se dirige vers le foyer. Vous comprenez qu'elle est possiblement dans des réseaux à ce moment-là ? On n'a pas envie d'y croire et on pense que malheureusement, il y a eu des faits suffisamment graves pour parler de cas de prostitution. À aucun moment dans votre vie, vous n'avez pu penser que vous seriez face à ça, quoi. Jamais. Jamais. La mère et le père appellent alors l'aide sociale à l'enfance, l'ASE, responsable du placement de leur fille, pour demander des explications. Voici la conversation qu'ils ont enregistrée ce jour-là. Bonsoir, madame. Bonsoir. Oui, patron. Je m'en demande plus. Je pense que dans un réseau de prostitution. Oui. 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 Est-ce que vous avez des structures où les jeunes n'ont pas la possibilité de sortir la nuit et où la téléphonie est retirée ?
Non, hélas, et j'ai envie de vous dire, on a une pandémie de jeunes filles. On a vu des vidéos. Il y a. Le sujet, c'est aussi de protéger une enfant malgré elle. Hein. Alors ça, c'est. Sinon, mais parce que sinon, on la laisse dans les mains des proxénètes. Mais même les juges pourront vous le dire. Enfin, je veux dire, on est confronté dans un océan de néant par rapport à ces profils-là et en France. On est face à des gens qui sont certainement conscients qu'il y a ce problème qui existe, mais finalement, sont des jeunes filles placées, invisibilisées en quelque sorte. Donc, en attendant, on continue le cauchemar, on continue la mise en danger, on continue ma fille livrée à des types dans la rue. Enfin, l'ASE, c'est une zone de non-droit en fait. C'est une zone où les jeunes sont livrés à eux-mêmes en fait. Et ça, la juge ne peut pas ignorer ça. Mais si vous voulez, quand la juge nous dit prostitution ou pas prostitution, je maintiens votre fille en placement, ça ne marche pas en fait pour moi. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Je ne peux pas entendre ça. C'est un scandale. La juge a prolongé le placement de sa fille jusqu'à fin janvier 2026. Seule la protection de l'enfance de Paris est habilitée à s'exprimer. Elle a refusé notre demande d'interview, mais elle dit avoir signalé les fugues et l'exploitation sexuelle à la police et à la justice saisie de l'affaire. En avril 2025, une commission d'enquête parlementaire a dressé un constat accablant. En France, sur les 20 000 mineurs prostitués, 80% d'entre eux sont placés, et donc sous la responsabilité de l'aide sociale à l'enfance. Ces jeunes sont censés être protégés et deviennent pourtant les proies des réseaux d'exploitation sexuelle. Mais comment les foyers de la protection de l'enfance sont-ils devenus des hauts lieux de la prostitution ? Dans un autre quartier de Paris, Aïssiana, 18 ans, a décidé de briser le silence. Elle aussi a connu l'enfer de la prostitution dans le foyer où elle était placée. Elle avait 13 ans. J'étais dans un foyer pas très loin. C'est ça, il est à droite. Ça a bien changé. Donc c'était où ta chambre ? Je pense pas qu'on peut la voir d'ici, mais elle était en haut, au fond. C'était comment les conditions de vie à l'intérieur ? On avait 20 € d'argent de poche. Le problème, c'est que cet argent-là, on le voyait presque jamais. Et c'était 20 € par mois, par semaine ? Par mois. Pour faire face à cette précarité, Aïssiana dit ne pas avoir eu d'autre solution que la prostitution. Et ton premier client, tu l'as eu vers quel âge alors ? 13 ans, ouais. J'étais très jeune, ouais. Les garçons dans le foyer, c'est la vente de drogue. Et dans les produits illicites, les filles, majoritairement, c'est la prostitution. Et t'achetais quoi avec cet argent-là ? Dans des produits d'hygiène, des habits, de la nourriture. Est-ce que les éducateurs, ils savaient tout ça ? Ouais. Ils nous disaient d'arrêter ou qu'on puisse faire autrement, mais on leur disait dans ces cas-là, donnez-nous à manger, donnez-nous des vêtements et peut-être qu'on ne le ferait pas. Mais non, il n'y a pas d'argent, ok, on va le trouver ailleurs. Pourquoi son foyer n'a-t-il rien fait pour la protéger ? Aujourd'hui, Aïssiana veut comprendre. Bonjour. Est-ce que la directrice, elle est là ? La directrice, c'est moi, mais après, Vous êtes le directeur d'en haut ou d'en bas ? De tout. De l'ITEP ? Et de haut et d'en bas. J'étais une jeune, je ne sais pas si on vous a parlé de moi. Parce qu'en fait, on fait un reportage pour France 2, pour Envoyé spécial, sur son parcours de l'ASE, et aussi parce que elle s'est aussi prostituée pendant ce parcours, et on s'interrogeait sur est-ce qu'il y a beaucoup d'enfants qui sont placés et qui en viennent à avoir recours à la prostitution. Ouais, je ne sais pas si c'est le cas aussi. En fait, on a changé le public, c'est-à-dire que les ados ne sont plus là, et là, nous avons les tout petits. Mais vous confirmez qu'il y a des enfants qui se prostituent ?
Bien sûr, ouais. L'ampleur, c'est difficile d'évaluer. Ça, c'est des situations qui sont extrêmement difficiles à évaluer, mais en effet, oui, le phénomène existe. Bon courage et surtout, il faut tenir. Maintenant, avancer. Oui. Au revoir. Au revoir. Aïssiana rencontrait les clients dans ces rues, à quelques pas du foyer. Et est-ce qu'ils savaient que tu étais mineure? Oui. Ça les gênait pas, au contraire, je pense. Ils savent ce qu'il faut. Hein. Et je leur disais que j'avais 15 ans, 16 ans. Ils disaient, ah ouais, tu les fais pas, tu l'as déjà fait, t'es vierge. Et ils savaient que tu étais en foyer? Ouais. Mais ils savaient que, en tout cas, j'avais besoin d'argent et que, oui, j'étais en foyer. Aïssiana habite désormais dans un studio payé par l'ASE et suit une formation dans les métiers de la petite enfance. Elle a arrêté de se prostituer à l'âge de 17 ans. Ce jour-là, elle croise une voisine de son ancien foyer. J'adore les chiens. Elle aime les câlins. Elle demande que ça. Ah ouais. Bah oui. Lui, pour elle. Quand on subit de la violence, après on demande que des câlins. Merci beaucoup. De rien, ma belle. Sois bénie. Et pense à ton avenir, ma chérie, surtout. Pense à toi. Même si la vie elle est dure, on a des étoiles comme vous quoi, qui passent. Et ça fait du bien, on en a tous besoin. On fait un pas de toi et moi, on se prend soin l'une de l'autre. Paris n'est pas la seule ville où les filles placées à la protection de l'enfance se prostituent. La situation est encore plus alarmante à Marseille. Presque aucun foyer n'y échappe et les victimes sont de plus en plus jeunes. Celle que je vais rencontrer avait 11 ans la première fois qu'elle a été exploitée par des proxénètes. Nous l'appellerons Lila. Elle a aujourd'hui 16 ans. Pourquoi tu as décidé de témoigner en cachant ton visage? En cachant mon visage parce que j'ai pas envie que ça me reconnaisse. Parce qu'il y a des gens de ma famille qui ne sont pas au courant. Mais en même temps, tu as aussi le courage de témoigner. Et ça, c'est fort, quoi. Tu le fais aussi pour les autres filles ou... Ouais, je le fais pour les filles. Placée pendant 5 ans suite à des violences paternelles, Lila a pu retourner vivre chez sa mère, dans les quartiers nord, il y a 1 an. On rattrape un peu le temps perdu. Question pose. Ouais. Oui. Comme ça, j'ai pris, ça me fait rire. C'est toi qui illumine mon visage. Tu vas m'apprendre à moi à faire du café, ma beauté. Mais pourtant, je t'ai dépassé en café. Je t'aime. Moi aussi. C'est tout? Moi aussi, je t'aime. Là, c'est moi. Là, c'est mon frère. Là, c'est moi et mon frère. Ça, c'est ma mère. Là, c'est mon frère. Ça, c'est mon doudou. Et ça, tu l'as depuis combien de temps? Depuis que je suis au foyer. Alors maltraitée par son père et sa belle-mère, elle pense que le placement la protégera. Ça, c'est les chambres des foyers. Pour nous, c'est mieux. Alors, je suis plus chez mes parents, ils vont plus me faire du mal. Au bout de 2 jours, tu vas leur faire commencer. Dès son arrivée, elle devient la proie d'une jeune fille, elle aussi placée dans ce foyer. Elle l'aurait forcée à se prostituer. Il y a une fille qui est venue me parler de la prostitution et quelques jours après, elle nous a fait comprendre que si on ne le faisait pas, on allait avoir de gros problèmes, on pouvait se faire séquestrer, violer, tout, des trucs comme ça. Et que même notre famille, ils allaient avoir des problèmes. Elle nous a proposé une sortie et c'est à ce moment-là qu'on a rejoint 2 copines à elle et qu'on allait dans son appartement se prostituer. C'était vraiment des proxénètes? Ouais, c'est ça. Moi, je suis partie avec un client. J'ai tout raconté, j'étais forcée et tout. Il m'a dit, c'est pas mon problème, moi, je suis un client. On a dû passer à l'acte et tout. Et ça s'est enchaîné. J'imagine que tu n'avais jamais eu de relation sexuelle à ce moment-là? Non, je connaissais pas, en fait. À 11 ans, j'étais encore à l'époque de la petite reine. Genre, je savais pas comment on faisait des rapports. Après 3 jours de séquestration, Lila s'enfuit et regagne son lieu d'accueil. Elle est passée par 15 foyers différents et a dû se prostituer dans plusieurs d'entre eux.
Partout le même scénario. D'autres jeunes filles placées deviennent ses proxénètes. Là, c'était quand la femme m'a prostituée. J'avais 14 ans. Il y a des soirs, je faisais 1002. Il y a des soirs, je faisais 300. Je faisais qu'un client. Il prenait mes sous, il prenait 250, il me donnait 50. C'est cette vidéo qui me choque, moi. Comment je me maquillais, comment je faisais femme, comment je m'habille aussi. On dirait que j'ai 17 ans, 18 ans, c'est choquant, j'avais 12 ans. D'après la mère de Lila, l'aide sociale à l'enfance ne l'aurait jamais alertée. J'ai appris que c'est sur plusieurs lieux, plusieurs foyers que ça s'est passé. Pas que dans un seul. Pas que dans un seul. Pendant des années, on m'a dit vous inquiétez pas, on s'occupe d'elle. Pas du tout. Pas du tout. En tout et pour tout, ils ont une responsabilité parce que j'étais quand même présente. Ils auraient pu m'appeler, me parler. Ils auraient pu aider la petite. Parce qu'elle a crié plus d'une fois des signaux d'alarme. Plus d'une fois, elle a dit il y a des problèmes, il y a des problèmes, il y a des problèmes. Il se passe ça, personne n'a jamais rien fait. Je suis révolté, je peux pas leur pardonner. Pour prostituer les jeunes adolescentes comme Lila, les proxénètes filles ou garçons utilisaient un site internet ouvert à tous. Ici, il y a tous les arrondissements. Ah ouais, et si tu vas dans Marseille 13. On y trouve 16 000 annonces dans toute la France. Officiellement, toutes les filles sont majeures. En réalité, certaines sont mineures. Sérieux, tu penses vraiment qu'elle est majeure, elle? Moi, je le pense pas. Elle n'a pas 25 ans. Elle a mon âge. Elle doit avoir 16-17 ans. Non, elle, c'est un bébé. Elle a des airs de grande maman. Regarde son visage. Là, il y a son numéro de téléphone. Déjà, aujourd'hui, elle a eu 72 yeux. Mais tu sais s'il y a des filles de foyer qui vont sur ce site-là, notamment? Oui. Ouais. Mais du coup, ça veut dire que leur visage... Puis il le montre normal. Parmi ces annonces, nous avons en effet identifié des mineurs placés par l'aide sociale à l'enfance de Gironde, de Picardie ou de Paris. Quant aux clients, d'après Lila, ils ont des profils très variés. C'est des gens de tous les âges, des pères de famille. De tous les âges, de tous les métiers, de toutes les situations. Des policiers, comme des pompiers, des ambulanciers, comme des avocats, Il y avait vraiment de tout. Mais elle savait très bien que j'étais mineure. Mais après, sinon, il y en a qui te demandent qu'on nous étrangle, nous tire les cheveux, ou nous frappe et tout, des trucs comme ça. Tu peux taper de la cocaïne avec moi. Non, pas du tout. Sinon, il y en a, ils m'ont demandé de ramener une fille vierge, de pouvoir, je reprends leur terme, de pouvoir éclater une chatte vierge. Alors, je sais pas, c'est écœurant. Ben, ça me dégoûte. Tu es courageuse, tu continues comme ça, je suis très très fier de toi. À ce soir. À ce soir. Lila a accepté de nous emmener devant l'un des foyers où elle a grandi. Dans ce lieu censé protéger les enfants, juste là, la prostitution était très courante. C'est quand même un énorme bâtiment, il devait y avoir plein d'enfants ici, non? Oui. De quel âge à quel âge? De 4 ans jusqu'à 17 ans. 17 ans, ok. Il n'y avait pas que moi qui le faisais, il y avait plein de filles. Ce foyer était réputé pour ça. Genre, les clients, ils se garaient devant. L'éducateur, elle le savait. Ma copine, quand elle le faisait, l'éducatrice, elle lui disait je sais que tu as des clients ce soir, mais rentre pas tard quand même. Une des éducatrices arrive devant le foyer. Madame? Excusez-moi, c'est quoi? En fait, on nous racontait qu'il y avait pas mal de prostitution de jeunes filles mineures. On travaille là-dessus sur les faits. Exactement. Vous venez 21 à 22, il y a plein de proxénètes devant les portes. Ah, il y a des proxénètes devant les portes? Qui attendent une note. C'est comme partout dans tous les foyers. Et ils font quoi alors? Ils restent là, dehors? Ils attendent que les petites filles murs. Ah ouais, ils attendent qu'elles sortent pour... C'est quand même des scènes hallucinantes, quoi. Moi, il n'y a rien qui me choque. Et les proxénètes, ils savent que c'est un foyer et ils viennent ici. Oui, ils connaissent tous les coups. Et elles sont jeunes, ces filles qui se prostituent? Ça commence à 13 ans. Ah ouais. Vous faites quoi, vous, contre ça, justement?
Comment vous avez J'arrivais à mon bâtiment, on sécurise dans le bâtiment, on fait au mieux, comme on peut. Mais débarber là, on n'a pas le droit, parce qu'on n'est pas de prison. On a certaines choses qu'on ne peut pas faire. Voilà. Bonne soirée. Bonne soirée. Merci, au revoir. Dès que la nuit tombe, les éducateurs ferment les portes. Mais légalement, ils ne peuvent pas forcer les adolescents à rester à l'intérieur du foyer. Les jeunes le savent, ils entrent et sortent comme ils veulent, ou plutôt comme ils peuvent. C'est super facile en fait pour les jeunes de rentrer, même un proxénète qui rentre en deux. Pas dans ce foyer, mais j'ai déjà vu des proxénètes rentrer. Après, ils nous disent que le foyer il est protégé, mais protégé par quoi? 3 heures ont passé. Aucune jeune fille n'a quitté le foyer ce soir-là, mais des véhicules rôdent. Des fois, c'est des proxénètes. En moto? Et rien que déjà de cabrer devant un foyer. Pourquoi tu vas cabrer devant un foyer, sachant que tu sais qu'il y a des filles? Tu vois, en fait, ils font ça pour attraper les filles. Pour que les filles, elles entendent, elles sortent du foyer. Ah oui, tu penses qu'ils font du bruit exprès devant le foyer, ouais. Dans les quartiers nord, un autre foyer censé protéger les filles les plus fragiles serait aujourd'hui gangréné par les réseaux criminels. Certaines adolescentes prostituées deviendraient ici à leur tour des proxénètes. Lila a passé 1 an et demi sous leur emprise. Et là, on s'approche, donc là, au niveau de l'arbre, c'est là où c'est le foyer, c'est ça? Ouais. Mais le surnom, genre, c'est foyer de pute, foyer de prostituées, foyer de tapins. De l'autre côté de la rue, nous apercevons l'une des anciennes proxénètes de Lila. Elles vivaient ensemble au foyer. Juste à droite, il y a une fille. C'est celle qui m'a forcé à me prostituer. Je la regarde même pas. C'est laquelle? C'est celle qui est sur le trottoir? Celle qui est devenue. Mais elle organisait les passes, tu veux dire? Ouais. Elle trouvait tes clients? Ouais. Donc il n'y avait pas d'argent. Y a-t-il toujours des proxénètes parmi les jeunes filles placées dans ce foyer? Pour le savoir, je me suis faite recruter dans cet établissement avec le diplôme d'animatrice que je possède. Équipée d'une caméra cachée, je vais y travailler pendant 5 jours. Bonjour, je viens de travailler avec vous. Ouais, c'est mon collège. Ouais. Voilà, et donc on m'a expliqué. La structure accueille 12 adolescentes âgées de 15 à 18 ans. À peine un tiers d'entre elles vont à l'école. Salut, ça va? Dès mon arrivée, on m'apprend que des jeunes filles sont en fugue depuis plusieurs jours. Les chambres sont restées en l'état depuis leur départ. Oula. En plus, ça sent une odeur un peu... Ah là là. Ah ouais, elle laisse carrément de la bouffe et tout. Elle fume des pétards, non? Toutes les fumeuses, elles fument dans la chambre. Elle, c'est une grande fumeuse, par contre. Ça sent une fumeuse, elle brûle pour fumer. Il est bientôt 22 heures. Les portes du foyer sont fermées. Théoriquement, les adolescentes n'ont pas le droit de sortir. Bah alors, tu restes là cette nuit? Non. Demain, c'est samedi. Comment tu vas faire pour sortir là? Si on t'ouvre pas? Comme tout le monde. Ah. Je vais découvrir la technique connue de tout le foyer. À l'arrivée de la veilleuse de nuit, la jeune fille de 16 ans profite de l'ouverture du parking pour se faufiler à l'extérieur. Ni moi, ni les autres éducateurs ne sommes autorisés à l'empêcher de partir. Mais je préviens ma collègue. Du coup, elle est sortie. Vous l'avez vu? Ok. Ce soir-là,
4 adolescentes sont en fugue sur les 12 placées dans le foyer. Quelques heures plus tard, une autre jeune fille alerte les veilleuses de nuit. C'est possible de venir me chercher, je suis en jupe, puis c'est ça rentrée, il pleut. Ah bah débrouille-toi, personne t'a dit de fumer. Ouais, du coup, elles appellent souvent la nuit pour qu'on vienne les chercher. Bah ouais, et quoi qu'on est passé breakable ici. Hein. Mais il n'y a pas de danger pour elles. Non, parce qu'ils ne trouvent pas de transport, c'est tout. Bon, ben, bon courage. Bon courage à vous. Reposez-vous bien, bon courage. Cette nuit-là, personne n'ira chercher cette jeune fille. Quand l'une d'elles quitte le foyer, les éducateurs n'ont qu'une seule chose à faire, remplir une déclaration de fugue. On t'a montré comment les faire, les DF, où c'était ou pas? Du coup, je vais dans le pôle internat. Généralement, on coupe-colle la dernière. Après, ouais, sur le signalement. Tu te rappelles comment elles Ouais, étaient elles étaient habillées toutes les deux en noir, très maquillées. Quand tu fais une déclaration de fugue, t'as quand même une brigade qui va les chercher ou Non, ils vont pas les chercher. Une fois, on a appelé certains, bon, j'ai remarqué, on a une gamine, elle a 15 piges, elle était en train de se prostituer à tel endroit, on doit dire oui, mais non, on peut rien faire. Hein. La déclaration est transmise à la brigade des mineurs. À partir de là, l'aide sociale à l'enfance n'est plus tenue pour responsable du sort de ces jeunes filles. Un protocole bien rodé qui permet à l'institution de se couvrir. Parmi les pensionnaires du foyer, cette jeune fille de 17 ans a été forcée de se prostituer pendant plusieurs mois. Ses proxénètes, d'autres adolescentes, faisaient partie du foyer. Tu veux un café du coup? Ouais, comment c'est là, j'ai oublié. Quand j'arrive, c'était vraiment trop hard. C'était un groupe de folles. Un groupe de folles, ouais, vraies folles. Elles étaient dangereuses, mais pour nous, enfin pour les autres, quoi. Proxénétisme. Ouais, proxénétisme, ouais, menace. 2 secondes avant que je parte, est-ce que tu veux que je te fasse le mot? Nous sommes interrompus par une autre éducatrice. C'est pas compliqué, elle a rempli le tampon. Mais nous reprenons notre conversation quelques instants plus tard. Il va aller boire un verre avec ma copine, Moi, ce que tu m'as dit tout à l'heure, c'est chaud, quoi. Genre, il y avait des proxénètes dans le foyer, enfin des nanas qui prostituaient d'autres filles. C'était moi qu'elle forçait et tout. Ah ouais, à te prostituer? Ouais. Moi, j'avais peur des filles. Hein. Elle coupait des trucs en verre et elle te... Ah, elle te menaçait directement? Ouais, il y en a une, elle a poignardé une des anciennes. Toi, tu te sentais pas forcément en sécurité? Pas du tout, mais tous les jours, j'étais en PLS. Ah ouais? Elle essayait de tabasser ma porte avec le feu. Tout ce qu'elle pouvait faire, elle le faisait. Personne ne faisait rien. Ici, au foyer, quand ils ont su que t'étais leur proie, entre guillemets, ils ont réagi ou ils ont fait quelque chose pour t'aider ou comment ça s'est passé? Ah, mais ils le savaient? Oui, tout le monde le savait. Tout le monde le savait. Et puis moi, c'est... Ouais. Elle, c'est Mac. Ah ouais, c'est une proxénète. En gros, elle fait bosser des filles, quoi. Ouais. Ce foyer, c'est vraiment un foyer de merde. Une proxénète sévirait toujours dans le foyer. Je la rencontre le soir même. Elle a 16 ans. Alors, lundi, t'as le kiné, et mardi, t'as l'école de la deuxième chance. Ouais, mais bon, c'est malheureusement... Si, mais c'est bon, je suis fatiguée. Tu es fatiguée de quoi? J'ai dormi toute la journée. Mais c'est la fatigue. Bon, bonne nuit. Ouais. L'éducatrice, avec qui la jeune fille vient de discuter, semble désabusée par sa propre mission. Cette gamine, elle a une double vie, à mon avis. Je pense qu'il y a pas mal de drogue, je pense qu'il y a pas mal de sexe. Et elle dit qu'elle a 3 gamines de 14 piges qu'elle fait tapiner, quoi. Même moi, elle m'en a parlé de ces gamines. Ah bon? Moi, elle m'a montré des vidéos. Et en fait, elle dit qu'elle a commencé à squatter l'appart où elle se prostituait. D'accord. Et que les gars qui s'occupaient des gamines lui ont dit, en fait, c'est pas le squat, donc c'est soit tu travailles, soit tu dégages. Et du coup, ils m'ont donné des missions. Donc pour s'occuper des filles, tu vois. En fait, elle faisait la transition entre les clients et les gamines. Elle changeait des messages avec les clients. Elle allait acheter les capotes, les lubrifiants, les crèmes, tu vois. Elle les accompagnait faire leur passe dans d'autres apparts. Et du coup, là, elle a été en garde à vue, c'est ça, hein? Ouais. Et c'était aussi pour... Non, c'était par rapport à un taser et une bombe lacrymo qu'on a trouvé dans sa chambre. Ah, d'accord. Ok. Ouais, et des insultes envers... Ah oui. Après sa garde à vue, il y a quelques jours,
cette jeune fille a écopé d'un contrôle judiciaire avec interdiction de sortie. Qu'est-ce que t'as fait ces derniers jours-là? Rien. T'as une obligation judiciaire, c'est ça? Ah, je sais. Tu dois rester ici au foyer. Ouais, entre 20h et 16h. Ah ouais. Et donc si tu te fais choper, il se passe quoi du coup? Tu vas en prison. Pourtant, le soir même, l'adolescente a fugué. Après une nuit d'absence, je la recroise le lendemain. Il y a pas beaucoup de filles dans le foyer, là. Bah, il y a personne, pratiquement. C'est bon, ça te va? Bah là, on va manger dans 5-10 minutes, ok? Je sais pas si ça vous tente, mais... Elle n'a pas respecté son contrôle judiciaire. Pourtant, elle restera placée au milieu des autres pensionnaires du foyer. Mon infiltration touche à sa fin. À Marseille, entre 150 et 200 enfants placés seraient aujourd'hui victimes d'exploitation sexuelle. L'ampleur du phénomène est telle qu'une juge des enfants a été désignée référente prostitution. Elle témoigne pour la première fois. Elle a plus de 400 mineurs sous sa responsabilité et peu de solutions pour les protéger. Parmi ces dossiers, donc, certaines familles sont concernées par une problématique prostitutionnelle, avec une nette augmentation du nombre de mineurs concernés par ce problème. Le tribunal de Marseille, comme beaucoup de tribunaux en France, connaît une explosion de ce phénomène. Un phénomène qui commence à s'étendre dans des zones en France qui n'avaient pas connu ça auparavant, qui montre bien que là, nous sommes devant un raz-de-marée. Ça peut quand même être choquant, entre guillemets, de s'apercevoir que des proxénètes ciblent ces lieux protégés par la justice. La difficulté, c'est que la compétence du personnel du foyer s'arrête à la porte du foyer. Et c'est la raison pour laquelle, encore une fois, je pense que la solution, elle vient vraiment de la synergie de tous les acteurs. Voilà. On a certainement besoin de beaucoup plus d'enquêtes pour démanteler ces réseaux, de beaucoup plus d'informations pour alimenter ces enquêtes. On est face quand même à des réseaux beaucoup plus structurés, beaucoup plus dangereux, beaucoup plus équipés, avec une activité prostitutionnelle plus organisée. Est-ce que les clients sont punissables par la loi? Est-ce qu'il y a beaucoup d'affaires qui concernent des clients aujourd'hui? Chaque fois qu'ils ont connaissance du fait que ces jeunes filles sont mineures, bien évidemment, oui. Voilà, ils encourent des poursuites. Le tout étant justement de prouver que le client avait connaissance de la minorité de cette jeune fille. Poursuivre en justice les clients de prostituées mineures est plutôt rare en France. Mais cela arrive. En septembre 2025, une audience exceptionnelle s'est tenue à Albi dans le Tarn. Une jeune fille de 15 ans, placée dans le foyer de la ville, a été séquestrée dans un appartement. 18 clients s'y sont rendus en seulement 5 jours. La police a enquêté et a retrouvé ces hommes. Ils comparaissent ensemble devant le tribunal. Bonjour. C'est France 2, on fait un reportage sur l'audition de tribunal de police à 14h. Vous êtes auditionné? Ils ont entre 19 et 50 ans. Sont ostéopathes, chefs d'entreprise ou encore jardiniers. C'est possible de vous poser une petite question? Comment vous êtes rentré en contact avec cette jeune fille? Bon, sur un site internet. D'accord. Ça disait pas qu'elle était mineure. Qu'est-ce que l'annonce indiquait? C'était un autre âge, c'est ça? Oui, c'est ça. On disait qu'elle avait 12 ans. Non, c'est pas du tout. Je cherchais pas une fille particulièrement jeune. C'était la première fois. Voilà. J'ai eu un moment... Je vis seul. Ça fait quelques années. Et Voilà. J'ai eu une faiblesse. Mais ça m'a choqué, donc voilà. Et elle paraissait quel âge alors? Elle paraissait mineure. Marjolaine a fait 1 heure de route pour assister au procès. Elle est éducatrice, mais elle ne travaille pas à l'aide sociale à l'enfance et a accepté de nous parler à visage découvert. J'ai vu et entendu beaucoup de choses qui se passaient pour les jeunes filles et les jeunes garçons des foyers. Ça me préoccupe. Parce que ça prend, je trouve, une ampleur
Enfin, ça prend une ampleur incroyable. Et le fait que derrière vous, il y ait les prévenus, les clients présumés, qu'est-ce que ça vous... Non, en fait, je savais pas que c'était eux. En fait, c'est une tristesse absolue parce que ces jeunes filles, elles sont déjà en manque de sécurité. Enfin, on les a placées parce que justement, on suppose qu'il y avait des choses qui se passaient mal et elles vont peut-être subir pire. En fait, je me dis pire, ou en tout cas, ça va rajouter quand même des souffrances. Il y a des têtes que je reconnais, en fait, que j'ai déjà croisées. Ces hommes ont tous la même ligne de défense. Ils pensaient que la jeune fille était majeure. La justice les a crus. Ils sont donc jugés devant un tribunal de police. Après 3 heures d'audience, ils s'en sortent avec une contravention pour achat sexuel et des amendes comprises entre 500 et 700 €. Votre ressenti là en sortant de l'audience? J'ai trouvé ça hallucinant. Parce que les gars, ils sont capables de donner 100 € pour une fellation ou je ne sais quoi. Et derrière, les avocats, ils vont négocier et dire « Ah, mais il travaille pas, le pauvre, faites une remise de peine, tout ça. » En sachant que les faits sont là et que la jeune fille a 15 ans. C'est vraiment une petite fille, quoi. La situation a-t-elle changé dans le foyer de l'enfance d'Albi depuis la révélation de l'affaire? Il est 22 h, je me rends sur place en compagnie d'une autre éducatrice. Elle a travaillé ici comme intérimaire quand les faits de prostitution se sont produits. J'ai eu un entretien d'embauche avec la responsable et cette personne m'a dit dans le foyer des jeunes, il y a 12 jeunes filles et les 12 jeunes filles sont dans la prostitution. Ce qu'elles m'ont expliqué aussi, ce qu'elle m'avait expliqué, c'est que les grandes, celles qui ont 16-17 ans, c'est elles qui peuvent être les proxénètes des plus jeunes. Donc c'est elles qui vont recruter les plus jeunes en fait, qui vont entraîner les filles de 13 ans, 12 ans à se prostituer. Ah oui, là c'est des pétards carrément. Ah oui. Bah oui, mais on les laisse faire. On les laisse faire. Des éducateurs du foyer arrivent. En fait, il y a des jeunes là qui s'amusent à lancer des cailloux. Ils sont fonctionnaires du département. On va appeler les veilleurs, du coup. Pardon. Et vous travaillez ici, du coup? Oui. On est journaliste pour France 2, c'est pour ça. Mais on n'a pas le droit de vous tromper. Et pourquoi? Parce que c'est quand même important. On a le droit de réserve. Mais on parle de jeunes filles qui se prostituent, c'est quand même important, non? Qu'est-ce que vous faites dehors, là? Il y a quelqu'un avec vous ou pas? Il y a un adulte avec vous? Ils sont dehors et personne ne s'occupe d'eux. Qu'est-ce que vous faites là dehors? On a le droit de dehors, c'est un foyer. On nous a dit qu'il y avait beaucoup d'enfants qui le soir sortaient du foyer. Oui, c'est des fugues. Ça s'appelle des fugues. Et ça arrive souvent ici? Tout le temps. Par exemple, il y a une fille, là, elle fugue. Elle tapine toute la vie. Et qu'est-ce qu'elle fait dehors? Elle tapine. Elle sexe tout, tous les tengous dans la... Ça veut dire elle se prostitue. Voilà, c'est une prostituée, gros. Elle a quel âge? Elle a 13 ans. On a 13 ans. Voilà. Attends, mais ça veut dire que tout le monde est au courant alors? Oui, elle a 13 ans et la police, il la laisse dehors comme ça. Mais attends, mais toi, t'as quel âge pour savoir tout ça? Moi, j'ai 14 ans. Allez, bonne nuit. Alerté par le bruit, l'un des veilleurs de nuit vient à notre rencontre. Pour tout vous dire, on fait un reportage notamment sur la prostitution dans les foyers. Et puis il y a... Je suis le premier à me battre. Ouais. Ça fait 31 ans que je suis ici, donc quand vous voyez des enfants comme ça, c'est facile. Surtout des filles à 13 ans ou 14 ans qui... c'est des proies. Nos enfants sont des proies. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Et après, il y a des gens d'un certain âge qui profitent de tout ça. Et c'est des gens d'ici, d'Albi Un peu partout, je suppose. Ah ouais. Bon, ça déjà, comment ça fonctionne. Pour s'occuper de ces mineurs, le département du Tarn a dépensé plus de 66 millions d'euros en 2024. Une somme payée en grande partie par les impôts locaux. Nous avons voulu interroger le président socialiste du département, Christophe Ramon, responsable de l'aide sociale à l'enfance. Il a refusé notre demande d'entretien et s'est contenté d'une réponse écrite.
La prostitution des mineurs est un fléau au niveau national. La responsabilité est collective et doit être partagée avec l'ensemble des services de l'État. Justice, forces de l'ordre, santé, éducation. Il faut donc en faire une grande cause nationale et proposer des réponses adaptées. Pas de remise en cause. Pourtant, c'est bien à lui que la loi a confié le soin de protéger ses enfants. En France, il existe un foyer unique en son genre, où la prise en charge des mineurs prostitués est une priorité. On y accueille les jeunes filles qui sont en grand danger. Près de Lille, la Maison Gaïa nous a exceptionnellement ouvert ses portes. L'emplacement de ce refuge doit rester secret pour les protéger des réseaux de prostitution. Ici, elles sont 10, placées par l'aide sociale à l'enfance. La plus jeune a 13 ans. Tu vas mettre les brioches là? Tu veux les prédécouper? Vas-y, tu peux le faire. Je vous laisse... Là, tu vas voir, j'ai mis la table autrement. Ici, les éducateurs et les jeunes préparent ensemble les repas. Ouais, t'as raison. Il y a qui voudrait manger des crêpes? Les deux. Ah ouais, d'accord. On peut y aller mercredi. Il y a une semaine, il y a des œufs au plein. Avec ma mère, après l'audience, je demande. Avant d'arriver ici, cette jeune fille de 16 ans était à la rue, renvoyée de plusieurs foyers de l'enfance. Pour la première fois, elle a pris le soin de décorer sa chambre. Là, c'est mes... que ma soeur m'a acheté. J'ai des cahiers d'école. Bon, ça fait longtemps que j'ai pas été à l'école. Tout ça, c'est des choses que tu n'avais pas avant? Non. Je me considérais pas comme une fille de mon âge avant. Maintenant, j'arrive à me mettre dans ma tête que... Bah, j'ai que 16 ans, en fait. Des fois, je dormais dans des entrées. Des fois, j'arrivais à dormir chez des copines. Ou chez des gens que je connaissais pas du tout. Mais en contrepartie, je devais tout le temps donner battre le corps. Et ça, c'était compliqué. Et ici, tu te sens moins jugée, tu te sens moins... Ouais. Moi, j'ai eu la chance d'être arrivée ici. Mais je dois attendre avant d'arriver ici. Tu peux pas faire ça par choix de vie, c'est dégueulasse. Personne n'aime faire ça. J'ai jamais vu quelqu'un dans ma vie aimer faire ça. Agathe aide ces jeunes filles à se réapproprier un corps meurtri par des années de prostitution. Les jeunes filles, elles me confient un petit peu leur état physique, émotionnel, mais aussi leur parcours, leur vie, puisque voilà, c'est des personnes qui vivent des moments qui sont pas toujours faciles, et donc ça permet de se reconnecter à elles et de pouvoir se sentir important et valorisé. Donc voilà, on est dans cette démarche là. Bonjour. C'est moi. Bienvenue. Merci. Installe-toi, je... Est-ce que tu es bien installée? Ouais. Super. Au début, je voulais pas te voir parce que j'avais peur, genre tu me touchais, que tu me faisais des massages, etc. Parce que ça me rappelait des trucs d'avant. Complètement, je comprends. Alors que t'es douce et bienveillante, et ben ça me réconcilie avec moi-même. Et... alors que de base, c'est compliqué. J'ai l'impression que j'étais un monstre. Depuis qu'elle est placée ici, elle a arrêté la prostitution. Mais rompre avec ce milieu reste difficile. L'une des adolescentes est en fugue depuis plus d'une semaine. Cette éducatrice parvient à garder le contact au quotidien. Allô? Et là, du coup, t'es où exactement? Je suis dans le 9-4. 9-4, ok. Au téléphone, la jeune fille de 16 ans en paraît bien moins. Elle aurait quitté ses proxénètes, mais se prostituerait toujours. C'est un peu vous m'avez fait les yeux techniquement. Parce que sinon, je serais restée avec eux. C'est un peu grâce au foyer, c'est un peu les filles, ils m'ont ouvert au-dessus, des yeux dessus. Grâce à tout ça, je suis sortie de ces chiens. Je faisais des 800 €, je fais qu'un billet de 20 ou de 50. Et maintenant, t'as un réseau? Non, ça, c'est moi qui décide. T'as quelqu'un qui fait ta sécurité ou ce genre de choses? Non. Mais une semaine, il s'est passé quelque chose. Il m'a sorti un couteau devant moi. T'as sorti un couteau devant toi? Et t'as réagi comment, du coup, dans ce moment-là? Bah, il m'a dit, tu me dis où est l'argent, sinon... voilà quoi. T'as été porté plainte?
Non. Il faudrait que tu reviennes et on peut aller porter plainte si tu veux. J'ai 1%, je vais aller charger mon téléphone, je vous rappelle. Tu vas goûter, tu vas dire oh c'est trop bon, j'en reviens. Même à distance, elles vivent sous pression constante et continuent d'être menacées par les clients et les proxénètes. Ilias dirige l'équipe éducative du foyer. Dernièrement, on a pu être confronté, par exemple, à un réseau de proxénétisme sur Paris, où on avait des gens de Paris qui venaient jusqu'ici pour récupérer une jeune, par exemple. Quand vous en avez certaines qui disent, bon, en fait, je vais partir, et qu'à la base, vous rapportiez 1000, 1200 euros à une personne par jour, par nuit, il va pas vous laisser partir comme ça. Vraiment, sur toutes les filles qu'on a accompagnées aujourd'hui sur notre dispositif, et franchement, ils ont une manière de fonctionner. Écoute, t'as travaillé autant, t'as gagné autant, je vais soustraire la réservation, la nourriture que t'as utilisée, ça. Finalement, tiens, repars avec 20 euros. Elle ne gagne rien. Aujourd'hui, c'est la fille de quelqu'un d'autre, mais demain, ça peut être votre fille. Parce que les mécanismes d'entrée, ils sont extrêmement simples. Il aura fallu 2 ans à cette jeune fille pour se libérer de son proxénète. Elle était contrainte de faire plus de 15 passes par jour. Et toi, comment tu l'avais rencontré? Du coup, ton mec, c'était quelqu'un que... Je l'ai rencontré comme ça dehors. Et moi, à 16 ans, je savais pas ce que c'était. Je connaissais pas du tout ce que c'était. Et je l'ai fait, mais je sais pas, je l'ai fait vraiment parce que j'avais besoin d'argent. Et comment t'as réussi à arrêter, justement? Je pense que j'ai eu le déclic de me dire que c'est pas fait pour moi, que c'est pas comme ça que je vais faire ma vie, quoi. Quelques instants plus tard, l'adolescente de 16 ans qui a fugué revient au foyer, après 15 jours d'absence. Elle est très amaigrie. Dans ce sac à dos, tout ce qu'elle possède. Tu vas repartir bientôt ou tu vas rester un peu là? Pour l'instant, je compte rester un peu là. Combien de temps tu dirais? 1 semaine, 2 semaines. Ah ouais, et après tu repars? Peut-être un peu plus, je sais pas. Je sais pas si je repars ou pas. Malgré sa fugue, elle gardera sa place dans le foyer. Les éducateurs font tout pour ne pas couper le lien. C'est bon? Dans l'Essonne, une adolescente placée depuis 6 ans incarne à elle seule l'incapacité de l'ASE à protéger ces jeunes filles. Le parcours de celle que nous appellerons Alice est édifiant. Elle nous conduit à Palaiseau, là où des proxénètes l'ont kidnappée et séquestrée pour la prostituer. Elle va alors connaître l'enfer à l'âge de 14 ans. En fait, j'aime pas être à Palaiseau. Pourquoi t'aimes pas être à Palaiseau? Parce que c'est là où j'ai mes plus mauvais souvenirs. On m'a mis dans une voiture, les éducateurs ils ont rien fait. Je les ai appelés, ils sont jamais venus, quoi. C'est ici le foyer, non? Le foyer il est juste là. Alice vivait dans ce foyer, suite à des violences de son père, condamné par la justice. L'une de ses connaissances va la livrer à un réseau criminel. Elle sera emmenée à l'autre bout de la France. C'est quelqu'un qui m'a manipulée. J'avais, on va dire, confiance en lui, entre guillemets. Donc, en fait, quand il m'a appelée, je suis venue. Et en fait, à ce moment-là, on m'a juste jeté dans une voiture, on m'a amenée, à Toulon. Et à Toulon, qu'est-ce qui s'est passé? Tu étais avec d'autres filles, c'est ça? Ouais. Ça veut dire que t'avais pas le droit de sortir? J'avais pas le droit de sortir, je n'avais même pas mon téléphone, j'avais pas le droit de sortir. Je voyais même pas la lumière du jour, je savais même pas où j'étais. Les proxénètes publient une annonce sur Internet avec une photo d'Alice, 14 ans, mais sur le site, elle s'appelle Barbara et elle en a 22. Dans l'appartement, 2 autres filles sont aussi prostituées. En une semaine, près d'une centaine de clients s'y seraient succédés. Je me suis fait violer, en vrai de vrai, il y a rien d'autre à dire par les clients et par les proxénètes, donc dans tous les cas, j'étais pas consentante de tout ce qui s'est passé. C'était quoi, un piège qui s'est refermé en fait? Oui. Alice réussit à récupérer son téléphone. Elle dit avoir envoyé un message à ses éducateurs qui n'auraient pas réagi. Mais elle échange avec sa mère et lui donne une géolocalisation. Maman, aide-moi. Y a quoi? Je suis en danger. Je me suis fait frapper déjà.
Vite, maman. Le lendemain, les policiers libèrent Alice. Ils sont juste rentrés, ils ont fait perquisition et tout le monde a cassé ses puces et après ils nous ont tous embarqués et tout. 2 ans plus tard, ces 2 bourreaux ont été condamnés à 5 ans et à 18 mois de prison pour proxénétisme aggravé. L'un d'eux était en récidive. Est-ce que tu penses que le foyer il est responsable aussi de la situation dans laquelle tu t'es retrouvée? Ouais. L'ASE est responsable, c'est pas que le foyer, c'est l'ASE tout entière. Ils s'en foutaient, ils avaient l'habitude. Pour eux, c'était en fait que j'allais revenir. Et pourquoi, d'après toi, qu'est-ce qu'ils auraient pu faire? Parce qu'il y a trop de proxénétisme dans le foyer, faut qu'arrêter de faire semblant. Il n'y a rien à comprendre d'autre. L'ASE, c'est de la merde. Sortez tous les jeunes de là-bas, trouvez un truc, dégagez tous ces éduques. C'est pas mettez des éducateurs, des vrais éduques. Parce que l'ASE, c'est de la merde. Après l'enfer qu'elle vient de traverser, Alice sera placée dans un autre foyer du département, où elle est redevenue la proie des proxénètes. Une belle maison, mais qui serait toujours gangrénée par la prostitution. Bonjour, excusez-moi de vous déranger. En fait, on est journaliste pour France 2 et on a entendu dire que ce foyer, il y avait quelques petits soucis avec des filles notamment, de la prostitution, etc. Je peux me permettre de vous montrer juste quelque chose issu de ce foyer qu'on m'a envoyé. Visiblement, c'est des filles du foyer qui envoient ces annonces auprès des hommes. Alors ça, je les ai vues, ça j'ai vu. Ah ouais. Ça j'ai vu, celle-ci j'ai pas vu. Celle-ci j'ai pas vu. Et vous les avez vues dans quel contexte ces vidéos-là? En fait, elle m'explique comment ça fonctionne. Et vous en parlez parfois avec votre direction, tout ça? Oui, tout le monde est au courant. Après, on agit comme d'hab avec les moyens du bord, les fins de prise en charge, les éloignements, ici et ça. Faut voir la réalité des choses. C'est qu'aujourd'hui, on met en place certains protocoles que le département refuse. On fait avec les cartes qu'on nous donne. Mais malheureusement, on n'en a pas beaucoup. Et parfois, il y a des hommes qui viennent les chercher ici, des proxénètes? Oui. On a beau leur dire, mais elles sont mineures. Ouais. Ah ouais, vous leur dites qu'elles sont mineures et ils réagissent? Nous, avec ma collègue, on s'est déjà mis en danger en sortant dehors. Et le mec, il a de nous insulter, nous dire, bientôt c'est toi que je vais prendre pour te faire travailler, genre. Ah oui. Nous, on a des jeunes filles qu'on a récupérées dans un Airbnb juste à côté. Depuis 2022. On est en 2025, il y a encore. Qu'est-ce qui se passait dans ce Airbnb? Elle disait qu'elle faisait des soirées, etc. Il y avait des passes pour avoir de la consommation, elle couchait avec un garçon. Et pour avoir du protoxyde d'azote, sa copine faisait de même. Il y avait plein de filles qui allaient dans le Airbnb? Sur les 8, elles étaient peut-être 4 à y aller. Le parcours d'Alice ne s'arrêtera pas là. Après des années de foyer, elle sera placée à 16 ans dans un hôtel meublé, livré à elle-même. Elle y rencontre une jeune fille hébergée ici depuis 3 ans. À l'intérieur, vivent des résidents de passage. L'aide sociale à l'enfance de l'Essonne place ces adolescentes vulnérables au milieu des adultes. J'ai regardé le sang, il me dégoûte. Il me dégoûte de mon part, s'il vous plaît. Oh, j'aime pas ça. Ça me dégoûte. Ici, il n'y a que des gens bizarres. Donc ça veut dire qu'il y a des gens qui rentrent, qui ressortent, qui rentrent, des bagarres, des machins. Il y a des gens laseux, des vieux, il y a tout. Finalement, vous êtes quand même devenus amis. Vous savez comment c'est connu? Elle mettait la musique à fond à 3h du matin. Les chambres font 9 mètres carrés. Celle de la copine d'Alice coûte 650 € par mois, payée par l'ASE. Voici mon lit. Et encore de base, on me l'a changé parce que j'ai eu plein de boutons bizarres au niveau de la jambe. Soit des punaises de lit, des acariens, donc araignées de lit. À 17 ans, l'amie d'Alice a été mise à la porte par sa mère. Sans ressources, elle s'est prostituée dans cette pièce, payée par le département. Moi-même, je suis passée par là, mais il y a d'autres filles qui ont fait ça aussi. J'ai pas été la seule. Et c'était des filles aussi de l'ASE ou Oui. Je bossais à mon nom pour moi-même, déjà pour me nourrir, pour payer les trucs de la vie, quoi. Et j'avais pas le choix, quoi. Parce que mes éducateurs, ils me donnaient que 40 € par semaine. C'est, voilà, hein. Tu fais une pipe et ça y est, toi. Après, quand il y a de l'argent dans son porte-monnaie, t'es content, hein. C'est pas bien, mais c'est de la survie, voilà, tout simplement. Après, je suis tombé dans la drogue dure, parce que j'étais obligé de me droguer en même temps pour passer à l'action, faire les trucs. Ouais,
Ça c'est vrai. Hein. Bah, les proxénètes, ils mettaient ça sur la table et puis faites ce que vous avez à faire. Genre le popper, c'était pour exemple la sodomie. Genre, on va dire que ça dilate. Après, il y a genre la cocaïne pour que, si imaginons, il y a des gros clients qui vont la prendre pendant 3 à 4 heures et qui vont faire une soirée avec elle pour la louer, elle va prendre la cocaïne pour tenir en fait. Mais tu sais, j'ai fait beaucoup de tentatives de suicide ici, que ce soit par rapport à la drogue. J'ai essayé plusieurs fois de m'enlever la vie ici. Et voilà. Au final, après, tu te dis c'est fini, il n'y aura plus de problème. T'es juste mort, c'est fini, genre, tu penseras plus à rien. Dans le couloir, je croise les responsables de l'hôtel. Bonjour monsieur. Bonjour. Vous êtes le propriétaire? Oui. Ah, enchantée. Bonjour, je m'appelle Mélanie. Je travaille pour France 2. On a appris qu'il y avait des enfants placés qui habitaient là. Et vous sentez qu'ils sont vraiment, ces enfants, ces adolescents, ils ont été vraiment accompagnés ou... Les jeunes, ils font ce qu'ils veulent. C'est à eux-mêmes. Hein. Si vous voulez, on peut vous montrer quelques chambres, vous allez voir. Hein. Tiens, on va vous montrer la 26. Ok, je vous suis, pas de soucis. Ils m'emmènent dans la chambre que nous venons de quitter. Allez-y. Entrez, allez voir. Quand vous voyez une chambre comme ça d'une jeune fille qui est placée à l'aide sociale à l'enfance, on se dit waouh, c'est quand même des conditions de vie un peu. Personne vient la voir. Hein. Elle n'est pas suivie, il n'y a personne qui la suit. Elle est perdue, elle a ses problèmes psychologiques. Normalement, elle n'a rien à faire dans l'hôtel. Normalement, elle doit être suivie. Parce qu'on m'a dit aussi que dans les hôtels comme ça où étaient placés parfois des jeunes, il y avait aussi, par exemple, de la prostitution, des clients qui venaient. Oui, ça arrive. Ça arrive. Qui font ça, c'est qui font ça. Hein. Ça arrive, ça, vous l'avez constaté? Ouais. C'est arrivé, oui. C'est arrivé ici notamment? Bien sûr. Alice est restée 6 mois dans cet hôtel, alors que la loi interdit d'y placer les mineurs plus de 2 mois. Pas encore majeure, elle vit désormais dans un studio payé par la protection de l'enfance, loin de sa mère, qu'elle ne voit que rarement. Ça va, mon ange? Mon ange. C'est du nécessaire pour elle, pour l'aider un petit peu dans son quotidien. Donc toi, tu t'es vraiment à l'euro près, quoi. Ouais, chaque centime, je le compte. Son quotidien, il est difficile. Des fois, je viens chez elle, je vois que le frigidaire est vide, ça me stresse. Je veux pas que ma fille elle manque de quelque chose. Bon, il y a un peu de trucs là aujourd'hui. Il y a des oignons, de la menthe et genre de la menthe est en train de crever, genre. Il n'y a pas grand chose pour une ado. Oui, non, mais c'est bon. Il n'y a pas de fruits, il n'y a pas de légumes, il n'y a pas de viande. Ouais. Moi, t'es prête? Aujourd'hui, Alice retrouve ses 2 demi-sœurs, qui, elles, vivent chez leur maman. Comment elle va? Est-ce qu'elle va à l'école? Est-ce qu'elle se fait du mal? Oui, elle sait se clarifier. Elle menace de se suicider. Psychologiquement, c'est très dur. Elle s'entaille les bras avec Perasoir. Je suis déçu du système. Ça s'appelle aide sociale à l'enfance. Donc normalement, ils sont censés aider les enfants et les familles. Là, c'est pas le cas. Ils l'ont complètement détruit, quoi. Pour toutes ces années de souffrance, la mère d'Alice a décidé d'assigner en justice le président du département de l'Essonne. On a rendez-vous avec le président du département. Depuis 1982, l'ASE ne dépend plus de l'État, comme le précise la loi. Le service de l'aide sociale à l'enfance est placé sous l'autorité du président du conseil départemental. Il vise à garantir les besoins fondamentaux de l'enfant, à préserver sa santé, sa sécurité et son éducation. François Durovray, président de l'Essonne et membre du Parti Les Républicains, a accepté de me recevoir. Bonjour, enchanté. Également. D'abord, je voulais vous parler d'une jeune fille et de sa maman qui ont porté plainte contre le département. Qu'est-ce que ça vous évoque? Alors d'abord sur la situation de la jeune fille, évidemment, beaucoup de peine et de la colère. J'ai regardé la situation et en l'espèce, les services du département ont correctement fait leur travail, même si effectivement il y a une situation d'exploitation sexuelle.
Donc, quand des jeunes filles se retrouvent dans des réseaux de prostitution alors qu'elles sont placées en foyer, la responsabilité, elle est la vôtre. C'est vous qui portez, c'est vous qui êtes responsable. Bien sûr, je suis responsable, j'ai l'autorité chez l'enfant. Mais comme je vous l'indiquais, la protection de l'enfant, c'est pas une prison. Oui, mais ils sont quand même placés dans vos foyers. Oui. Enfin, même s'ils se prostituent à l'extérieur, oui, Oui, bien sûr. Mais après, à l'extérieur, ces enfants, malheureusement, ils peuvent être victimes de réseaux. Et là, évidemment, encore une fois, je n'exonère pas du tout la responsabilité. Mais derrière, c'est avant tout des voyous qu'il faut combattre. Et c'est la responsabilité de la police et de la justice. Donc vous confirmez qu'il y a aussi d'autres enfants aujourd'hui qui sont dans le département de l'Essonne victimes de prostitution. De suspicion, oui. De suspicion, vous n'en avez pas la certitude. Ce n'est pas moi qui peux le déterminer, c'est le juge. Je lui montre un extrait de notre discussion avec l'éducatrice de l'ancien foyer d'Alice. Je vous propose de l'écouter. Sur les 8, c'était peut-être 4 à y aller. Faut voir la réalité des choses. C'est qu'aujourd'hui, on met en place certains protocoles que le département refuse. On fait avec les cartes nouvelles. Mais malheureusement, on n'en a pas beaucoup. Votre réaction à cette vidéo? On aurait refusé des protocoles. Je ne vois pas de quel protocole il peut s'agir et ce qu'on aurait refusé. Elle parle justement, vous parliez tout à l'heure de suspicion, là, elle dit que depuis des années, il y a de la prostitution et c'est la moitié du groupe de jeunes filles. Mais vous comprenez que... Est-ce que ça vous remonte? Est-ce que vous étiez au courant de ça? Non, de ce phénomène de cette façon-là, non. Vous n'étiez pas au courant? Non, mais est-ce que... permettez-moi de vous dire, est-ce que vous pouvez tenir pour vrai la situation, là, ce témoignage fait sous anonymat? Mais justement, qu'est-ce qu'on peut faire pour ces enfants-là de plus? Est-ce qu'il faudrait plus de moyens? Est-ce qu'il faudrait plus de... Alors, qu'on dise qu'il y aurait plus de moyens, très bien. Ce que je peux vous dire, c'est qu'en Essonne, et que je crois pouvoir dire la quasi-totalité des départements, il n'y a pas de problème de moyens. Et malgré tout, il y a quand même des enfants qui sont victimes de prostitution. Et c'est pas faute de moyens par rapport. C'est pas faute de moyens, c'est à l'extérieur, encore une fois. Oui, mais c'est des enfants qui sont placés. Bien sûr, mais encore une fois, bien sûr, mais encore une fois, c'est notre société. Ce sont des enfants qui sont plus fragiles que d'autres, compte tenu de leur parcours, et qui donc sont ciblés. Je veux pas dire que c'est la nature humaine, c'est terrible, c'est le mauvais côté de la nature humaine. En 2024, l'Essonne a consacré 245 millions d'euros à l'aide sociale à l'enfance. Des moyens en hausse. Et pourtant, la prostitution des mineurs explose en France. 10 fois plus en 10 ans. À Marseille, Lila et sa mère ont décidé de se mobiliser. Elles veulent attaquer les Bouches-du-Rhône pour faute lourde. Allez, venez. Bonjour. Ça va? Ça va, et vous? Bien, allez, venez. Suivez-moi. Avec leur avocat, elles vont lancer une procédure devant le tribunal judiciaire. C'est parce que vous avez osé lever la voix qu'on a pu lancer l'alerte. Sans toi, on ne lançait pas cette alerte. Sans toi, tu es la première à Marseille. Est-ce que tu peux me confirmer que tu n'avais jamais vu un médecin pendant tout le temps où tu as été avec eux? Jamais. Voilà. Elle a attrapé des infections aussi, beaucoup d'infections, qu'elle a dû gérer toute seule. Vous me parlez? C'était quoi exactement? La chlamydia et... Tu as eu des chlamydiés? Et quoi d'autre? des IST. Jamais on a mis en place pour toi des soins. Alors, ils avaient l'obligation de le faire. Tu as fait tout ce chemin sans voir un psychologue pour t'aider dans cette souffrance. Oui, ils doivent répondre. Parce que... en soi, ils ont tué nos vies un peu. Enfin, des fois, quand t'es seul, ça va revenir dans ta tête. Donc, ils t'ont sali ton corps un peu. Quand je vois la souffrance de ma fille, je me dis que c'est pas possible qu'il y ait autant de jeunes filles qui vivent la même chose. C'est pas possible. Faut arrêter. Dites-le, quoi. Reconnaissez, au moins pour ces petites, ce sont des enfants, quoi. Elles ont besoin de se reconstruire. Il faut le faire, au moins pour elles. Nous, dans cette enquête-là, on va demander qu'il soit mis en cause le gardien du foyer, l'éducateur spé qui te suivait, le référent, puisque tous ces gens savaient, ils ont rien fait pour t'arrêter, et on va demander à ce que soit mis en cause Martine Vassal en qualité de président du département. Ils avaient l'obligation de te protéger tous, et ils t'ont pas protégé. Contactée,
Le cabinet de Martine Vassal, au conseil départemental des Bouches-du-Rhône, refuse de commenter cette affaire judiciaire en cours. Il précise: les mineurs victimes de prostitution, souvent sous l'emprise de réseaux mafieux, oscillent entre demande de protection et fuite en avant, ce qui rend leur accompagnement particulièrement difficile. Le cabinet de Martine Vassal ajoute avoir mis en place un protocole de soins au sein des hôpitaux pour améliorer l'accueil et la prise en charge des jeunes qui sont dans des réseaux de prostitution. Au total, Maître Michel Amas poursuit 7 départements. L'avocat représente 49 familles. Toutes dénoncent la prostitution de leurs enfants placés. Merci beaucoup. Merci. Tu peux être fier de toi. Tu es une belle personne. Or, crois-le, vraiment. Alors que fait l'État face à la gravité de la situation? La ministre de la Santé, Stéphanie Rist, nous avait donné son accord pour une interview en réaction à notre reportage. Au tout dernier moment et après que son équipe a visionné notre enquête, elle a finalement décidé d'annuler cette interview à notre grand regret, vu la gravité des faits qui sont exposés.